Bonjour à tous et bienvenue à cette 4e édition des Midi Export. Aujourd'hui, on va s'envoler vers Toronto et plus largement l'Ouest canadien. Ce webinaire vous est proposé par Développement économique Saint-Laurent, qui est un organisme de soutien aux entreprises à travers différents volets stratégiques, notamment l'innovation, mais aussi l'exportation. C'est la sous-division Export Montréal-Ouest qui a organisé ce webinaire. Dans notre équipe, nous avons Charles Gauthier, commissaire à l'exportation, Lydia Capelli, commissaire à l'exportation, et moi-même, Floriane Masse, chargée de projet à l'exportation. Pour le déroulement de ce webinaire, c'est assez simple. Il va y avoir tout d'abord 30 minutes de présentation par nos conférenciers, suivi d'une période de questions-réponses de 15 minutes à la fin de la présentation. Pour les questions, je vous remercierai de les poser dans l'onglet chat clavardage qui est à votre disposition. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous pouvez cliquer sur converser. Je vais être en charge par la suite de les lire aux conférenciers en question. À savoir que vous allez recevoir un courriel dans les prochains jours contenant cette présentation sous format PDF, ainsi que le lien vers notre chaîne YouTube pour revoir ce webinaire. Maintenant, je vais vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous avons Madame Catherine Tadros, chef de poste Bureau du Québec à Toronto. Nous avons aussi Daniel Paquette, directeur des affaires économiques à Vancouver. Nous avons aussi Annie Swanès, directeur affaires économiques Bureau du Québec à Toronto. Enfin, nous avons Léonard Sou, président de l'entreprise Speclight, qui a réussi à faire des affaires et qui va nous partager ses bons conseils. Mesdames et messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour. Mon nom est Catherine Tadros, chef de poste au Bureau du Québec à Toronto. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et d'être accompagnée notamment par Annie Swanès et Daniel Paquette, nos deux directeurs économiques en charge du territoire de l'Ontario jusqu'à l'Ouest canadien. Je vais débuter la présentation en vous parlant de pourquoi le territoire canadien est important et stratégique pour les entreprises du Québec. Ensuite, on m'a demandé de parler avec un peu plus de détails sur l'impact de la COVID sur les affaires au Canada en ce moment. Et je vais conclure en vous présentant le Bureau du Québec à Toronto et notre équipe. Et je vais laisser la parole ensuite à Anis qui va vous parler plus en détail des secteurs stratégiques et des opportunités d'affaires sur le territoire. Daniel, par la suite, va vous parler de la situation dans l'Ouest canadien, car il est basé à Vancouver, incluant les supergraves. Donc, on va essayer de faire tout ça dans un temps record. Donc, si vous avez des questions par la suite sur un ou l'autre des sujets, vous allez pouvoir nous les poser à la suite de nos présentations. Donc, pour la prochaine acétate, avec cette acétate, on veut tout simplement vous démontrer l'importance du commerce interprovincial pour l'économie du Québec puis pour les entreprises du Québec. On trouve qu'on en parle peut-être trop peu. On parle beaucoup d'exportation, de commerce international, mais le commerce interprovincial reste un peu méconnu. Pourtant, les entreprises du Québec vendent pour plus de 80 milliards de dollars de biens et services dans le reste du Canada. Donc, c'est énorme. En fait, en termes de vente de biens, on est juste dépassé en termes d'importance par les États-Unis. Et les États-Unis, c'est un marché 10 fois plus de population, et ça, j'inclus le Québec. Donc, un marché beaucoup, beaucoup plus grand. Et on l'accote quand même bien. Puis, si vous avez besoin d'autres comparatifs, vous pouvez regarder les ventes du Québec en Chine pour 3,4 milliards, du Québec en France pour 1,7 milliard. Donc, 80 milliards de dollars dans les autres provinces, c'est énorme. Et de plus, on a un surplus budgétaire, surplus commercial avec les autres provinces qui nous met dans une situation stratégique assez intéressante. Maintenant, prochaine acétate. La province où on a le plus grand taux d'échange, c'est vraiment l'Ontario.
On achète pour au moins, l'Ontario achète du Québec au moins 40 milliards de biens et services. Et on estime entre 50 et 60 des ventes interprovinciales du Québec vont en Ontario. Donc, c'est de loin le partenaire économique le plus important pour le Québec. Et il y a une volonté politique certaine là, d'entretenir et de développer les relations que nous avons avec l'Ontario. Le premier ministre Legault est venu nous voir ici à Toronto pour notamment rencontrer son homologue Doug Ford dès les premières semaines de travail en tant que premier ministre. Et il est revenu, notamment un peu plus tard qu'en septembre dernier, il est venu à Mississauga où il était accompagné de 4 ministres pour parler à leurs homologues ontariens pendant 2 jours, notamment de la relance économique et des interventions gouvernementales dans le domaine de la santé. Donc, partenaire hautement stratégique et important. Et non seulement nous travaillons à aider les entreprises du Québec à développer ces marchés, mais il y a une volonté politique aussi d'intensifier ces échanges. Donc, prochaine acétate. Maintenant, on nous a demandé de parler plus spécifiquement de la COVID, comment ça impacte les autres provinces et territoires, puis si vous pouvez y aller, faire des affaires. C'est une excellente question. En fait, la COVID est gérée différemment d'une province à l'autre, différemment d'une ville à l'autre. Ça peut devenir très, très compliqué de suivre la situation. En fait, nous, on le fait de façon quotidienne pour nos autorités, de suivre la situation partout au Canada, notamment en termes de la COVID puis la réaction des gouvernements. Mais il y a quand même certaines grandes lignes, conclusions, je pense qu'on peut partager avec vous. C'est des choses à retenir. D'un, tout le Canada, depuis mi-mars, a débuté, disons, a adopté des mesures d'urgence et des mesures sanitaires pour contrôler l'impact de la COVID. Et ça, c'est vrai pour toutes les provinces et territoires. Toutes les provinces et territoires ont adopté des mesures sanitaires, que ce soit le port du masque, la distanciation sociale, les limites sur les rassemblements et l'hygiène accrue. Donc, des fois, il y a des mesures plus strictes que d'autres dans certaines villes, certains territoires que d'autres, mais on s'entend que tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est des mesures à suivre partout, peu importe où on est. Les déplacements non essentiels sont grosso modo déconseillés un peu partout aussi dans le pays, même s'ils ne sont pas nécessairement défendus. Donc, je pense que c'est une nuance importante. On a des territoires aussi qui sont un peu plus stricts. Je vais en parler plus en détail dans mes prochaines acétates. Et pour vous dire que tous les gouvernements essaient de trouver un équilibre entre protéger la santé des individus, ouvrir ou fermer l'économie, mais maintenir une certaine vitalité économique, ouvrir les écoles. C'est le même débat un peu partout au Canada. Donc, nous, notre recommandation, c'est vraiment de privilégier un développement d'affaires de façon virtuelle, même si les frontières ne sont pas fermées et qu'on peut se déplacer. Disons, dans les meilleures pratiques d'affaires en ce moment, c'est vraiment de privilégier un développement d'affaires virtuel. Et Anis et Daniel en parleront plus en détail, mais on a adapté beaucoup de nos services pour justement faciliter le développement d'affaires virtuelles. Aussi, si vous avez à vous déplacer, on encourage les gens de mettre l'application Alerte COVID, même si elle n'est pas utilisée partout au Canada, notamment pas en Colombie-Britannique, en Alberta. Eux ont d'autres outils qu'ils utilisent, donc c'est quelque chose à garder en tête. Donc maintenant, pour le plus de détails en termes de la COVID. Donc, nous, le Bureau du Québec à Toronto, on est responsable de toutes les provinces à l'ouest du Québec, donc de l'Ontario, la Colombie-Britannique, incluant les 3 territoires. Je vais commencer avec les 3 territoires pour vous dire que même si depuis le début de la pandémie, on peut eu beaucoup de cas, ils sont parmi les plus stricts en termes de déplacement. Et en fait, ils n'encouragent pas le déplacement interprovincial que pour des nécessités. Et si vous devez y aller, il y a des quarantaines d'imposées. C'est la seule région au Canada
qui est aussi stricte avec la bulle atlantique. Donc, nous, on ne couvre pas, mais la bulle atlantique aussi, il y a des quarantaines, même si vous venez d'une autre province. Juste pour vous dire que même si les chiffres sont bas, on voit là, durant le week-end, Nunavut, par exemple, un territoire qui avait été épargné en début de pandémie, maintenant voit une augmentation plus grande parce que vendredi, les chiffres, c'était 3. Hier, c'était 16. Maintenant, on est déjà rendu à quelque chose comme 25 cas. Et c'est des régions assez vulnérables. S'ils devaient avoir vraiment beaucoup, beaucoup de cas, ils sont moins équipés pour en faire face. Donc, éviter les territoires. J'ai mis, vous allez voir dans mes 4 prochaines acétates des liens sur les sites des gouvernements, puis c'est vraiment ça qui est important. Si vous avez des partenaires là-bas, vous voulez en savoir plus, consultez les liens parce que la situation évolue tous les jours. Donc, prochaine acétate, Colombie-Britannique, Alberta. Ça allait, je généralise, mais plutôt bien jusqu'à disons, le mois d'octobre, où là, on voit une augmentation exponentielle des cas, ce qui inquiète beaucoup les populations, la santé publique. Et on voit particulièrement que les villes sont très affectées, les centres urbains. Alors, même s'il n'y a pas de limite au déplacement, je constate que même Daniel est chez lui aujourd'hui, chose qu'il était, il allait souvent au bureau, mais maintenant, la situation fait en sorte que si on peut travailler de la maison, vraiment, tout le monde essaye en Colombie-Britannique, d'Alberta, de le faire, puis il y a des pressions pour avoir plus de restrictions à cause du danger de cette situation. Donc, prochaine acétate, Saskatchewan, Manitoba, eux, allaient vraiment plutôt bien en les 7 premiers mois de la pandémie, mais maintenant, ce n'est plus le cas. On voit qu'en Saskatchewan, il y a eu plus de cas en un mois, du mi-octobre à mi-novembre, que durant les 7 premiers mois de la pandémie, et la courbe est très la même chose pour le Manitoba, une grosse augmentation. C'est un niveau vraiment critique pour eux en ce moment. C'est le taux par capita le plus élevé au Canada. Alors, puis dans toutes mes acétates, j'ai mis un peu l'importance pour nous en termes d'échange, puis la population et le nombre de cas, parce que si on regarde juste le nombre de cas, pas la population, ça ne donne pas vraiment leur juste. Donc, je pense qu'il faut regarder plusieurs variables quand on fait des analyses de ce type. Et dernière acétate sur le sujet, c'est pour l'Ontario. Donc, en Ontario, la courbe est peut-être moins à pic que ce qu'on voit en ce moment dans l'Ouest canadien, mais il y a certainement une augmentation continue, et ça depuis 6 ans, un peu plus similaire à ce qu'on voit au Québec. Les chiffres dépassent un peu le Québec en ce moment, ce qui est nouveau pour l'Ontario. Mais il faut garder en tête que la population, c'est quand même 14 millions de personnes, donc une population plus élevée qu'au Québec. Mais la situation inquiète et encore une fois, on voit, avant c'était Ottawa, Toronto, maintenant c'est beaucoup Toronto, Peel, York, donc la grande région métropolitaine qui est affectée. Juste pour vous illustrer la situation, même si ça allait plutôt bien cet été, nous, au Bureau du Québec à Toronto, tout le monde est en télétravail et c'est le cas pour la plupart des bureaux qui sont au centre-ville de Toronto, que ce soit Bay Street, les institutions financières, même si ce n'est pas interdit d'aller au bureau. Il y a, depuis le début de la pandémie, tout le monde qui peut travailler de chez eux travaille de chez eux. Alors, faire des affaires de façon virtuelle, c'est vraiment dans la culture d'affaires en ce moment parce que c'est très difficile d'assurer la sécurité des employés qui travaillent dans des tours parce qu'ils ne peuvent pas monter dans les ascenseurs à plusieurs. Donc, c'est impossible pour eux de vraiment aller au bureau de façon sécuritaire. Donc, si vous avez d'autres questions, je pourrais répondre, mais ça, c'est très rapidement la situation COVID partout au Canada. Maintenant, pourquoi on vous encourage toutefois de faire des affaires au Canada? Bien, je pense que je vais surprendre personne en disant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, notamment une monnaie commune. Donc, on enlève le risque de taux de change. Absence d'entrave douanière. Je pense qu'on le voit avec la COVID, notamment un plus grand protectionnisme de la part de différents pays, notamment nos voisins du Sud.
Donc, c'est vraiment un avantage de ne pas avoir ce risque supplémentaire de douane. La proximité du marché, je dirais que ça vaut particulièrement pour l'Ontario, peut-être un peu moins vrai pour l'Ouest canadien, mais quand même. On a des institutions, des normes, des règlements très similaires et aussi encadrés par un accord de libre-échange qui tend à vraiment éliminer constamment tout ce qui peut être perçu comme irritant au commerce interprovincial. Moi, je trouve qu'on parle trop d'irritants au commerce interprovincial parce qu'en fait, on en a éliminé beaucoup, puis on travaille tous les jours à rendre l'espace économique canadien le plus libre possible. Si vous avez des soucis à ce niveau-là, on peut soit vous expliquer pourquoi il y a une différence au niveau réglementaire, par exemple, ou on peut essayer proactivement de limiter un irritant si on voit qu'il n'y a plus raison d'être. Donc, puis pour finir, je pense qu'un message important à retenir aujourd'hui, c'est que c'est un peu l'autre marché local. On parle, c'est sûr que on peut parler de marché de proximité, un marché local comme le Québec est un marché local, mais le Canada est aussi un marché local. Puis je pense que ça vaut notamment dans la communauté anglophone du reste du Canada, où un produit qui est fait au Canada va avoir la cote en ce moment. Donc, si peut-être adapter votre promotion, mais au Québec, c'est peut-être fait au Québec, il y a la cote, mais quand vous sortez du Québec, fait au Canada, je pense que ça peut vous attirer des clients supplémentaires. Puis, il y a certaines boutiques, que ce soit Canadian Tire ou d'autres qui vont privilégier Home Hardware. On a beaucoup fait dans la quincaillerie, privilégie nécessairement les produits canadiens. Puis ça vaut dans d'autres secteurs également. Donc, autre acétate, donc, qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous là à vous parler? En fait, le Québec a un bureau à Toronto depuis plus de 45 ans maintenant et qui a un gros mandat économique, a toujours eu un gros mandat économique. Comme je le disais plus tôt, on est responsable des provinces et territoires qui sont à l'ouest du Québec. Comme c'est un grand pays, malgré que la majorité de notre équipe, on est 12 à Toronto, on a toujours eu quelqu'un dans l'Ouest canadien, c'est Daniel que vous allez rencontrer. Et en fait, on est en processus d'augmenter l'équipe dans l'Ouest canadien. Donc, on est en processus d'embauche de 2 personnes à Vancouver et prochainement une personne à Calgary. Donc, ces personnes qui ont un mandat économique sont là pour aider les entreprises à développer les marchés canadiens. On a aussi d'autres personnes dans l'équipe qui s'occupent de mandats plus géopolitiques, culturels. On aide aussi la francophonie canadienne, mais on ne va pas trop en parler aujourd'hui vu que vous êtes plus intéressé par nos services économiques. Peut-être prochaine acétate. Sur ce point, voici vos alliés. Donc, en plus d'Anis et Daniel, qui sont directeurs économiques, on a 4, bientôt 5 attachés économiques qui se partagent les différents secteurs. Donc, on couvre tous les secteurs. David est spécialisé sur l'agroalimentaire, mais sinon, nos autres attachés ont quand même souvent plus d'un secteur. Mais ça va être vraiment vos interlocuteurs à privilégier là, lorsque vous allez commencer à être actifs sur le territoire dans vos secteurs. C'est eux qui travaillent avec leurs collègues à Montréal, chez Investissement Québec International, à développer des activités, à accompagner les entreprises. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Anis pour nous en dire plus à ce sujet. Merci Catherine. Bon, je me connecte. Bonjour à tous. Bon, je connecte la caméra. Est-ce que vous me voyez, ça va? Oui, c'est tout bon. Oui, bon, bonjour à tous. Mon nom est Yanis Soanes. Donc, je coordonne l'équipe économique ici au Bureau du Québec à Toronto. Donc, à Toronto, on a 4 attachés économiques que vous venez de voir. Donc, David, Benoît, Valérie et Joara. Et on a un autre collègue ou une collègue qui va arriver bientôt à Vancouver. Donc, je voulais vous donner un peu, avant de passer au secteur, un peu une idée sur nos services. Donc, on fait de l'accompagnement conseil comme les autres bureaux du Québec à l'étranger. Une entreprise nous appelle, cherche
à vendre ses produits, à être mis en relation avec d'éventuels partenaires. Ça, c'est ce qu'on fait quotidiennement à tous les jours, à part les missions commerciales qu'on fait virtuellement ou les autres missions, les salons qu'on fait habituellement en temps normal. Donc, en 2019, on a accompagné 360 entreprises, organisé 1225 rencontres d'affaires qui ont généré 13,3 millions de ventes fermes. On est pas mal évalué de plus en plus sur les ventes fermes. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Donc, ça vous donne une idée un peu de ce qu'on fait. Donc, nos services sont confidentiels et gratuits, évidemment, comme les autres bureaux du Québec, à Paris ou à Munich ou en Chine ou au Japon, grosso modo. Donc, le secteur prioritaire, écoutez, je vais essayer d'aller rapidement parce que nos attachés sont là. Si vous avez d'autres questions à leur poser, de très pointues, on a à peu près je vais passer les 7-8 secteurs assez rapidement pour vous donner une idée. Donc, on va commencer par les sciences de la vie. Ça va au niveau des slides? Oui. Oui, bon. Sciences de la vie. Ça, c'est un aperçu global de l'écosystème du secteur des sciences de la vie en Ontario. Il y a Joara Laroussi, notre attaché, qui couvre ce secteur-là. Donc, c'est un secteur assez solide. Donc, de plus en plus, avec la COVID, on voit de plus en plus de demandes de masques, de produits directement ou indirectement reliés à la COVID. Pour les équipements médicaux, télémédecine et plusieurs autres secteurs. Là, pas mal. On a préparé une liste chez Export Québec d'entreprises qui offrent ce genre de services-là. Je sais que le gouvernement de l'Ontario aussi a développé une plateforme, pour ceux que ça intéresse, une plateforme ouverte à toutes les entreprises canadiennes, même le Québec qui est inclus, on a validé. Donc, toute entreprise qui possède un service pour contrer la COVID directement ou indirectement, elle peut soumettre son offre de service sur la plateforme. Je pense qu'ils ont mis de mémoire 100 ou 150 millions de dollars pour aider des entreprises dans ce créneau-là. Donc, c'est un secteur solide. Par contre, l'Ontario aussi, c'est un secteur très développé en Ontario. On parle d'à peu près 1900 entreprises qui sont basées en Ontario, à peu près 60 000 travailleurs dans ce secteur-là, qui a généré à peu près 38 milliards de revenus en Ontario. Donc, vous avez ici une image sur l'écosystème. Il y a des centres de recherche également. On a une grosse activité qui s'appelle MedTech qui a eu lieu le mois dernier avec Joara. On a eu pas mal d'entreprises en mode virtuel. Donc, si vous avez des besoins dans ce créneau-là, on peut vous donner un coup de main, aucun problème. Le secteur d'après, les TIC, technologie. Donc, on parle de toute technologie, FinTech, EdTech, télécommunications, on parle d'industrie créative. On a beaucoup de startups qui viennent régulièrement à Toronto. Donc, c'est le premier marché. Dès qu'on sort de Montréal, la plus grande ville, à part les États-Unis, c'est Toronto. Donc, on a beaucoup de demandes de startups qui cherchent à trouver des partenaires potentiels. Au niveau des FinTech, on a développé une bonne expertise. Par exemple, je vous donne l'exemple de FinTech. On a des compagnies, pas mal de startups dans tout ce qui est data, de gestion des données, de AI, d'intelligence artificielle. Ces gens-là, quand on leur parle au Québec, on dit « OK, pourquoi vous venez au Toronto ?» On dit « Nice, nous, on cherche des compagnies qui ont beaucoup de données, qui ont des budgets à dépenser. » Donc ça, il y en a beaucoup ici à Toronto, au niveau des banques, des compagnies d'assurance qui ont beaucoup de data, qui veulent travailler un peu plus ces données-là. Donc ça, c'est un secteur qu'on développe beaucoup avec Joara. Et je vous dirais que les rendez-vous ne sont pas évidents. Donc, on a développé une expertise dans ce secteur-là, développer des rencontres de groupe. Maintenant, chaque banque elle a une division de FinTech. Ces gens-là sont à l'affût, ils veulent rencontrer des compagnies innovantes. En général, c'est des rencontres de groupe. Une dizaine d'entreprises, chacun 3 minutes se présente. On a la bonne personne est là avec nous, soit dans une salle ou en mode virtuel. Et ils ont 3 minutes pour un peu expliquer ce qu'ils font. Puis, en général, on a des bons résultats. Au moins, nous, c'est notre mandat vraiment de provoquer une première rencontre et d'introduire l'entreprise un peu à ces données-là. Donc, FinTech, on a l'industrie créative également. On a pas mal de demandes. La ville de Toronto a des besoins énormes aussi pour... je vous donne l'exemple, l'année de l'art public l'année prochaine, c'est à Toronto, l'année de l'art public en 2021. Donc, les budgets, on a introduit pas mal d'entreprises dans ce créneau-là. FinTech, EdTech, les startups, l'industrie aussi, l'EdTech, donc tout ce qui est industrie, tout ce qui est secteur en ligne, formation en ligne, en français, en anglais, du contenu de cours, surtout lorsque les écoles ont fermé au mois de mars. Donc, on a eu des demandes. Joara travaille aussi, on a 2 projets bientôt avec des conseils scolaires, des commissions scolaires, en fait, en Ontario pour introduire des contenus adéquats. Suivant. Agroalimentaire. Donc, là, comme Catherine a mentionné, on a un attaché dédié au secteur de l'agroalimentaire qui est là avec nous, David Dupuis. Donc, David, c'est notre spécialiste au niveau des secteurs de l'agroalimentaire. Donc, on accompagne pas mal d'entreprises, on a beaucoup de contacts. Les logos que vous voyez devant vous, ça, c'est des contacts
avec lesquels David a travaillé, où on a eu des projets dans le passé, où on peut vous présenter à ces contacts-là. Il faut garder en tête que le secteur de l'agro, il y a beaucoup de centrales d'achat qui sont basées en Ontario, beaucoup à Toronto. On parle de Sobeys, on parle de Walmart Canada, Costco qui sont à Ottawa également. C'est un secteur qu'on développe depuis plusieurs années et David est très actif. Donc, David. Donc si vous avez des questions dans ce créneau-là, il y a quelques compagnies d'agro qui sont présentes. Donc, David est là pour ça. Au niveau des transports, donc, c'est le secteur qui est couvert par Benoît Breton. Donc, le transport, on parle plus du secteur transport automobile, évidemment. L'Ontario est très, très fort dans ce secteur-là. On parle de 5 constructeurs automobiles. Fiat Chrysler, Toyota, Honda, GM, Ford. Il y a la PMA, qui est l'association qui est très dominante également. On a pas mal, on parle de 700 fournisseurs qui sont présents dans l'Ontario. Au niveau des pièces, 500, au niveau 500 fournisseurs, au niveau au niveau des composantes également pour le secteur automobile. On vient justement d'avoir un webinaire ce matin avec un nouveau projet, une nouvelle initiative qui s'appelle Arrow pour produire un véhicule électrique 100% canadien. Donc ça, Benoît, vous pourriez vous en parler un peu plus. On parle aussi du secteur du transport, secteur du transport plus transport en commun. Il y a beaucoup de budgets qui sont dépensés ici à Toronto par Metrolinx. On parle, je pense, de 30 milliards de dollars. Également à Vancouver également, et à Calgary. À Vancouver, on parle d'un projet de 2,4 milliards également à Calgary. C'est l'équivalent du REM à peu près, mais il y a pas mal de projets qui sont pas mal actifs ici. On parle de l'aérospatial également. On a fait une mission l'année passée dans le secteur aéro. Il y a des gros joueurs également, et des Tier 1. On a MHI, on a des bonnes relations. Ça, c'est encore une fois les logos que vous voyez ici. C'est des logos d'entreprises avec lesquels on a développé des projets. On a des liens, des contacts. Donc, on a développé un projet avec MHI de Haviland. On a introduit des fournisseurs québécois à ces compagnies-là. Un secteur qui est assez fort également, beaucoup dans la région de Mississauga. Donc, si vous avez des besoins, on est là pour supporter également. Défense, sécurité également qui vont dans ça, pas mal, qui suivent le secteur de l'aéro. On va aller dans le secteur des grands détaillants. Bon, grands détaillants, ça c'est le secteur qui est couvert par Valérie. Excusez, construction, infrastructure. Bon, construction, infrastructure, ça c'est le secteur qui est couvert également par Benoît. Donc, vous avez ici un peu quelques noms d'entreprises avec lesquelles on travaille. La ville de Vancouver également, on a développé un projet l'année passée. Le port, la ville de Toronto également, BC Hydro. Donc, on a pas mal de projets. On a une grosse activité dans la construction qui s'appelle le Construction Week, qui aura lieu début décembre. C'est le plus gros salon de la construction au Canada. Donc, Benoît développe à chaque année un programme pour les entreprises, les fournisseurs québécois. Donc, il y a pas mal de demandes. Donc, on estime qu'il y aura une croissance au niveau des logements sociaux, même les logements résidentiels également pour 2021. Pas mal de demandes là, en 2021. Secteur des infrastructures, vous avez les données ici devant vous. Aussi bien en Ontario, Colombie-Britannique, en Alberta également, il y a pas mal d'investissements qui vont se faire. J'essaie d'aller rapidement là pour laisser plus de temps aux questions puis pour la suite. Commerce des détails, ça c'est un secteur qui est couvert par Valérie, qui est là avec nous. Valérie, donc elle a développé une bonne expertise. Comme j'ai dit, tout comme l'agroalimentaire, donc il y a beaucoup de centrales d'achat qui sont en Ontario, beaucoup à Toronto. On parle de Canadian Tires, Shoppers, TJX, la chaîne Marshall, Winners, Timbermart, Walmart Canada. Je pense que Léonard va nous parler après de son expérience. Il a participé à une des missions qu'on a faites, un Meet the Buyer qu'on a fait, je pense, avec Canadian Tire l'année passée. Donc ça, c'est un secteur où, surtout pour les gens qui sont intéressés par le commerce des détails. Donc, Valérie a développé une bonne expertise avec les acheteurs de pas mal de centrales d'achat avec David. Donc, comment ça fonctionne rapidement? Meet the Buyer, elle approche l'acheteur. OK, avez-vous une catégorie de produits que vous voulez privilégier? On leur présente des fournisseurs québécois et ensuite, ils font une sélection ensuite et on fait la rencontre entre les entreprises et les acheteurs. En général, ça donne des bons résultats et tout le monde est content. Pour une PME québécoise, rentrer chez Canadian Tire, c'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup de temps, même avoir un rendez-vous. Et pour l'acheteur aussi, s'il rencontre 20 fournisseurs en 2 heures de temps, c'est beaucoup de temps aussi qui sort. Et donc, tout le monde est content. Donc, Valérie est là. Si vous avez des questions dans ce créneau-là, on a pas mal de projets en cours aussi pour 2021. Entre autres, on parle de Shoppers, Costco,
Aussi des projets avec David aussi dans l'agroalimentaire. Là, on a mis le logo pour la suite. Commerce. Et, OK, on parle d'énergie. Donc, secteur de l'énergie et secteur de l'environnement, ça, c'est les deux secteurs qui sont couverts par le ou la nouvelle collègue qui est à Vancouver. Donc, c'est des secteurs qui sont assez développés, surtout de l'énergie. On parle plus de l'Alberta, qui essaie de plus en plus de diversifier, d'aller plus dans l'énergie éolienne, solaire. On parle d'un parc solaire le plus gros au Canada, en Alberta. On a pas mal de PMO dans tout ce qui est énergie propre qui ont développé le marché de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Donc, ça, encore voici le logo. On a encore des contacts dans ces entreprises-là, si jamais vous avez besoin. Secteur de l'environnement également, on a pas mal de demandes. C'est plus couvert par la personne à Vancouver. Donc, on parle il y a un énorme plan ambitieux qui s'appelle le Clean BC Plan pour réduire les émissions, réduire aussi le nombre de véhicules à émissions. Également au niveau des recyclages et au niveau des déchets, également réduire les déchets organiques. Également en Alberta, Saskatchewan, également. Il y a le secteur minier également, où on a une bonne expertise. On a introduit pas mal d'équipementiers, tout comme le secteur pétrolier à l'époque, pour l'Alberta et Saskatchewan. Je laisserai la parole à Daniel, je pense, pour nous parler un peu plus de l'Ouest et des supergaz. Je vous reviendrai avec la programmation par la suite. Merci. Merci, Yanis. Je vois dans le panneau de chat, pendant que Yanis, tu parlais, il y avait une question par rapport à ce qui se passe au niveau des barrières interprovinciales, notamment le secteur de la construction. Relativement récemment, il y a eu l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange canadien qui permettait d'abaisser certaines barrières, notamment au niveau des marchés publics puis au niveau de la réglementation. Je pense qu'on pourrait faire un ou deux webinaires complets sur la question de l'ALEC, l'accord de libre-échange canadien, mais on pourra fournir l'information aux besoins, mais il y a eu des avancées substantielles dans la fluidité de la marchandise. Ça fait pas mention là, des questions des acquis au niveau de la main-d'œuvre et de la mobilité professionnelle et de la reconnaissance des acquis. Alors, il y a beaucoup de barrières qui ont été abaissées. Il y avait certains, puis sans nécessairement aller dans le fond des choses, là, mais parce que la question se portait sur la construction. Bon, il y a beaucoup de construction qui est en fait reliée au marché public. Les seuils minimaux pour donner accès aux contrats à d'autres provinces ont été abaissés de manière importante. Alors, en gros, ça veut dire que, là, je n'ai pas les chiffres devant les yeux, mais on pourra fournir l'information sur demande, mais quand les montants des contrats atteignent un certain niveau, toutes les entreprises canadiennes ont le même statut que n'importe quelle entreprise locale pour soumissionner. Alors, il y a eu des belles avancées là-dedans. Puis, il y a aussi la question des différents comités qui ont été mis sur place pour essayer de venir voir les problèmes en avance puis d'être capable de les régler en amont versus essayer de faire du litige ou de l'arbitrage par la suite. Alors, bon, je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à 100% à la question par rapport aux barrières interprovinciales. Comme je disais, il y a beaucoup de détails dans cette portion-là. Mais je vais y revenir. D'ailleurs, l'autre question qui était posée dans le chat, c'était à savoir, ça serait quand le prochain Meet the Buyers avec Shoppers. Je ne connais pas la réponse personnellement, mais Anis... Daniel, je vais revenir dans la programmation par la suite, sinon on laissera Valérie. Il n'y a pas de problème pour répondre à la question de Lydia. Oui, okay. Pas de problème. Alors, de mon côté, moi, j'aimerais soulever la question des SuperGRAP, qui est une initiative fédérale qui a été lancée il y a à peu près 2 ans. Le gouvernement fédéral a décidé de mettre 950 millions répartis sur 5 ans dans les 5 superclusters qui ont été choisis. L'idée, c'est d'être capable de pouvoir intégrer le plus possible les différentes ressources des écosystèmes industriels et technologiques qui ont été soumissionnés, qui ont été retenus. En fait, il y en a 5. Il y a le SuperGRAP des technologies numériques qui est dans l'Ouest canadien, basé ici à Vancouver. Il y en a une sur les protéines qui est basée à Regina, qui est beaucoup dans l'agroalimentaire.
la fabrication additive, qui est en Ontario, Scale AI, qui est à Montréal en intelligence artificielle, que vous connaissez probablement ou vous avez entendu parler, et l'économie océanique à St. John's. Je ne ferai pas beaucoup de temps là-dessus parce que je vois que le temps file. Une des choses que je devrais mentionner, c'est que disons qu'il y a beaucoup il y a certains de ces superclusters-là qui ont de la difficulté à avoir de la pénétration au Québec. Je dirais que le fait que le français soit minimal ou absent de leur site web et joue probablement pour quelque chose. Ceci dit, il y a certaines choses qui pourraient peut-être être intéressantes à aller chercher dans leur structure. Si vous avez besoin d'introduction auprès de ces superclusters-là, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de vous introduire. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est qu'au Québec, pour les entreprises de technologie, on a tendance à aller voir Scale AI, puis d'arrêter là. Il y a un supercluster de technologie numérique qui est basé ici à Vancouver, qui aimerait beaucoup être capable d'avoir plus de participation de l'Est du Canada. C'est des expertises qui sont complémentaires. Et d'ailleurs, il y a peut-être un peu de flou par rapport à la distinction qu'il peut y avoir entre l'offre de la proposition de valeur du Digital Supercluster de Vancouver et de Scale AI à Montréal. Mais je pense que ça vaut la peine d'explorer toutes les avenues qui pourraient s'offrir à vous pour la suite des choses. Juste un petit mot rapidement par rapport sur la situation dans l'Ouest canadien. Le premier point que j'aimerais amener, c'est que dans le cadre de COVID, le networking n'est pas facile, malgré le fait que la Colombie-Britannique s'en est mieux tirée. Les gens sont très respectueux de la distanciation, puis limitent le plus grand, au plus possible les interactions en personne. Alors, je fais un peu de pouce sur ce que Catherine a mentionné plus tôt, c'est-à-dire que le networking en personne n'est pas vraiment conseillé. Deuxième chose, il y a 2 de nos provinces de l'Ouest, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, qui viennent de tenir des élections récemment. Le gouvernement de la Saskatchewan a été assermenté au début de la semaine dernière. Alors, les plans de relance n'ont pas été 100% assis dans ces 2 provinces-là. Colombie-Britannique et Saskatchewan, ça va venir. Ils avaient des plateformes électorales, puis ils ont l'intention de combattre les effets de COVID au plan économique, chacun à leur façon. L'Alberta a déjà soumis un plan d'aide qui peut être, mais que à sa lecture, on voit que c'est beaucoup porté vers les coupures de taxes, comme on dirait en bon français, le trickle-down economics, pour reprendre un peu l'expression économique, là, versus le Colombie-Britannique qui va peut-être y aller un peu plus en termes de soutien direct aux industries. Alors, moi, ça serait peut-être un peu ma partie. Puis si vous avez des questions un peu plus tard, on pourra y revenir. Puis Anis va parler de la programmation. En 30 secondes, Floriane, là, je vais pour conclure. Là. Bonjour à tous. Donc, vous avez ici devant vous, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, c'est tout bon. Ah, OK. Bon. La programmation à venir, donc un peu les projets. Donc, comme je le disais tantôt, on est pas mal sollicité par les collègues à Montréal pour recruter aussi des acheteurs. Donc là, vous avez ici quelques projets où on va recruter des acheteurs pour des événements à Montréal, comme le Forum FinTech à Montréal. Donc, je est en train de regarder pour recruter 1 ou 2 acheteurs de Toronto pour participer. Megamix, on a eu un projet la semaine passée, il y a eu, je pense, 17 compagnies ontariennes. C'est un gros salon dans les jeux vidéo. Hub Montréal également cette semaine. On a une activité avec HEC Montréal, l'accélérateur avec des startups qui veulent développer le marché. Metrolinx, on est en discussion avec les gens de Metrolinx. On a fait Buildings Week, ça c'est Benoît. Celle d'après, s'il vous plaît. Bon, pour répondre à la question de Lydia, en fait, on est en discussion, Valérie, en discussion avec Shoppers Drug Mart. Ça, c'est les autres Meet the Buyers qui sont presque confirmés. Donc, on parle CAFA, ça c'est une plateforme dans les biens de consommation, Purity Life, Costco, Dot Foods. Ça, c'est agro et biens de consommation. Et sinon, vous pouvez contacter Valérie ou les collègues à Export Québec. On a aussi l'aluminium, PIDAC, un gros salon minier. Également dans l'agro aussi, le restaurant Canada Show. David prépare une grosse opération au mois de février. On regarde aussi pour un sommet économique Québec-Ontario février et peut-être une activité à Vancouver. Donc, pour conclure, je vous dirais que pour toutes les demandes d'accompagnement, la slide d'après, s'il vous plaît, Floriane, il
faudrait faire la demande auprès d'Export Québec. Donc, comment ça fonctionne exactement? Il faudrait faire la demande auprès d'Export Québec qui vont valider la demande, ensuite nous transférer à nous au bureau ici à Toronto ou à Vancouver, dépendamment des secteurs. Donc, en général, la porte d'entrée, vraiment, c'est Export Québec. Donc, c'est écrit pour les demandes. Agnès Gatignol, c'est la directrice Canada qui pourra vous aider vraiment à dispatcher à la bonne personne et tout ça. Donc, voilà, merci à tous. Je laisserai la parole à Léonard. Vas-y, Léonard. Désolé. Merci, Anis. Tout à part, j'aimerais remercier Export Montréal-Ouest pour m'avoir donné l'opportunité de partager mon expérience. Nous sommes loin d'être un succès, surtout après la présentation des bureaux de délégation du Québec à Toronto et à Vancouver. Je vois qu'il y a énormément de potentiel avec le service que ces bureaux offrent. Mais si mon expérience pourrait vous aider ou vous donner des bonnes idées, alors ma mission est accomplie pour aujourd'hui. Donc, compte tenu du temps, je vais essayer d'aller vite. Mais si vous avez des questions ou que vous voulez que j'élabore un peu plus sur un sujet, n'hésitez pas à nous écrire dans la section clavardage. Next. Alors, vous avez la structure de ma présentation en haut à droite. Alors, vous pouvez, comme ça va être plus facile de suivre. Qui est Speclight? Nous sommes fondés en 2009. Alors, nous fabriquons et distribuons les produits d'éclairage commercial et industriel, alors qui sont des must-have dans le domaine. Mais le problème est que nos produits, initialement, avaient peu de différenciation par rapport à nos compétiteurs. Donc, dans le passé, effectivement, comme mentionné par Anis, nous avons participé à des missions commerciales à Toronto, Meet the Buyers. Valérie et Anis étaient très accueillants et nous bénéficions effectivement des très bonnes relations avec les gros acheteurs de Toronto. Par contre, le fait que nous avons peu de différenciation dans nos produits, ça a beaucoup limité nos chances de conclure des plus grosses ententes avec soit Home Depot, Timber Mart ou Canadian Tire. Mais par contre, nous avons mis la différenciation de nos produits comme un sujet top priority pour nos développements. Donc, si j'aurais un conseil à vous donner, ce serait vraiment de travailler sur votre différenciation de produits avant de participer à des missions commerciales. Alors, durant les dernières 2 ans, nous avons développé 2 lignes de produits très innovants qui ont des marchés niches, par exemple dans le secteur de transportation et dans le secteur agricole. Alors, ces produits servent vraiment de fer de lance pour nous différencier et nous permettre d'ouvrir des comptes partout au Canada, même à l'international. Next. Donc, en tant que petite entreprise, je me suis donné une mission de maintenir en tout temps un sens d'urgence. Alors, j'ai toujours le souci de vérifier au moins une fois aux 6 mois si nous maintenons toujours un avantage par rapport à nos compétiteurs et comment réajuster le tir si nous voyons un changement. Donc, au Québec, nous avons la capacité non seulement de fabriquer nos produits, mais aussi de distribuer nos produits par nous-mêmes. Alors, nous avons rapidement compris la réalité qu'il est extrêmement difficile pour nous de rentrer chez des gros distributeurs majeurs tels que Lumen, Wesco, Franklin ou Netco, etc. Alors, il nous est impossible vraiment de remplacer les meilleurs vendeurs sous les marques de commerce comme le Philips Lighting, qui est maintenant devenu Signify ou Osram. Alors, quand un brand qui est supposément d'être un nom propre devient un nom commun à cause de sa popularité, par exemple le Tylenol, Advil ou Gravol, alors comment pourrons-nous faire notre place parmi ces grands? Premièrement, je trouve que c'est vraiment important d'identifier notre clientèle. S'il est extrêmement difficile pour nous de vendre à des distributeurs, des gros distributeurs, alors nous n'allons pas perdre du temps à les approcher. Donc, nous allons nous pencher plutôt sur comment mieux servir leur clientèle, alors qui sont des électriciens et des contracteurs. Ce qui veut dire que nous devons adapter nos produits, notre structure de prix, nos emballages, nos manuels d'installation, notre site web, nos opérations pour que ce soit plus facile de faire affaire avec nous plutôt qu'avec un distributeur. Alors, pourquoi les clients choisissent de faire affaire avec nous et non un distributeur? Donc, premièrement, nous offrons des services et des produits génériques qui ont les mêmes composantes que les grandes marques, mais qui sont significativement plus abordables. Alors, ça, c'est ça qui nous différencie. Nous offrons une meilleure disponibilité de produits et une garantie plus compréhensible, donc plus facile à gérer pour les clients en termes de garantie. Nous offrons un meilleur service après avant-vente
parce que nous connaissons tous les aspects de nos produits versus un distributeur qui ne connaît que les grandes lignes de nos produits. Alors, le fait que nous sommes directement en contact avec les électriciens et les contracteurs nous permet aussi de recevoir des informations très pertinentes et des commentaires constructifs qui nous serviront notamment à améliorer et évaluer nos produits. Et nous avons réalisé que pour atteindre le prochain niveau, nous devons absolument sortir du Québec, vendre en dehors du Québec, mais à l'intérieur du Canada pour commencer, parce que c'est beaucoup plus facile que vendre à l'international. Nous n'avons pas à gérer le taux de change, les douanes, les chocs culturels, les différentes normes, permis, certifications et peut-être même la discrimination envers les compagnies étrangères comme le Buy American Act. Et aussi distribuer ailleurs au Canada est réellement un tremplin pour nous de vendre à l'international. Et dans notre cas, les principaux défis, ce serait vraiment d'angliciser nos documents techniques et nos produits, angliciser notre site web, adapter nos produits informatiques pour gérer des entrepôts additionnels hors Québec, adapter le processus de vente et de services internes pour mieux répondre aux demandes, surtout avec les décalages d'horaires, trouver et recruter un directeur de vente spécialisé vraiment dans les provinces hors Québec. Bref, pour tout ça, nous avons besoin d'un budget. Next, Floriane. Oh, bon timing. C'est pour ça que je me suis tourné vers le service de Exmo, qui est Export Montréal-Ouest. Alors, premièrement, j'aimerais remercier M. Charles Gauthier de Exmo, qui a été un catalyseur dans notre projet d'exportation. Dès la première rencontre, il a pu valider notre vision. Il a affirmé fermement que l'expansion hors Québec était effectivement notre prochaine étape à franchir. C'est toujours réconfortant d'avoir la confirmation d'une personne impartiale et expert dans son domaine. Par le même principe, on ne demande jamais à un contracteur si nous devons rénover une maison ou pas. Alors, ça nous a pris environ 2 mois pour monter et finaliser le dossier de programme exportation qui est PEX. Donc, bien sûr, nous avons obtenu le financement de l'Investissement Québec. Ça a été vraiment une autre validation que nous avançons toujours dans la bonne direction. Next. Bon, la COVID. Concernant cette section, j'aimerais premièrement vous partager une citation de Jack Welch. Qui est ceci. Donc, si la vitesse du changement à l'extérieur de votre entreprise est plus rapide que la vitesse de changement à l'intérieur de votre entreprise, la fin est proche. Alors, ça, c'est vraiment important pour nous, surtout dans le contexte de la COVID. Depuis notre début, nous avons vécu plusieurs virages en tant qu'entreprise qui nous a permis de mieux survivre toutes sortes de changements. Il y a toujours un moyen de pivoter une crise à son avantage. Donc, ici, on voit plusieurs défis durant la période de la COVID. Notamment, nos clients sont plus affectés parce que, puis on peut le voir, les ventes diminuent, les paiements se retardent de plus en plus et il y a même des faillites. Alors, pour se protéger, nous avons utilisé l'assurance de compte recevable offerte par la EDC. Sinon, vous pouvez aussi faire affaire directement avec Coface. Donc, c'est vraiment cette compagnie d'assurance qui offre l'assurance sur le compte recevable. Alors, ça vous permet vraiment de mitiger un peu vos risques durant cette période-là. Il y a un autre défi, c'est que les courriers et services de freight sont vraiment paralysés pendant une certaine période et on le vit encore présentement. Il y a des colis qui se perdent, il y a des colis qui ne se rendent jamais à la destination. Pour mitiger un peu ce risque-là, nous utilisons des plateformes qui sont similaires aussi, là, donc comme le ShipTime ou ShipStation, pour avoir d'autres choix de courrier et de freight sans devoir ouvrir un compte pour chacun. Un autre défi, les bureaux pourraient se fermer. Donc, comment est-ce qu'on gère les employés à distance? Pour nous, nous utilisons le logiciel Favreau, surtout pour gérer les listes des choses à faire et les projets qui sont moins complexes. Nous utilisons aussi l'application Slack pour toutes sortes de communications internes. Donc, Slack, je trouve que c'est vraiment efficace
pour tout ce qui est questions-réponses impromptues. Donc, c'est des choses que les gens posent une question. Alors, on n'a pas besoin de téléphoner parce que ça prend trop de temps. Alors, puis, on ne veut pas déranger le monde. Le téléphone est vraiment très dérangeant. Donc, si on n'a pas besoin d'une réponse vite, on peut simplement taper une question par Slack et la personne va le répondre aussitôt qu'elle se libère. Et Slack peut aussi s'intégrer avec beaucoup de plateformes de services à la clientèle. Alors, durant la COVID, il y a énormément de foires et de missions commerciales qui se sont annulées. Et j'avoue que les premières qui se sont annulées et remplacées par des foires virtuelles n'étaient vraiment pas super. Mais par la suite, je vois que rapidement, se sont beaucoup améliorées. Par exemple, la mission commerciale organisée par la délégation du Québec à Toronto était une belle réussite pour le sujet de Amazon. Et nous avons pu être assignés à un directeur de compte chez Amazon qui a pu nous aider à rentrer nos produits aux États-Unis. Et le fait que nous avons trouvé le bon contact, les choses sont devenues beaucoup plus faciles. Je trouve personnellement que les rencontres durant la COVID se font plus facilement. En fait, les rencontres se font plus facilement et plus aisément avec Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet parce que ces logiciels ont beaucoup évolué aussi durant la COVID. Et plus les gens, en plus, les gens sont beaucoup plus réceptifs à faire des rencontres virtuelles. Donc, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus facile de booker les rencontres avec les acheteurs qu'avant la COVID. Et en plus, nous sauvons énormément de frais de voyage et de temps. Présentement, nos personnels en administration et tous nos vendeurs travaillent de la maison, ce qui était impensable avant la COVID. Et la COVID étant aussi une excuse aussi à inciter nos employés à travailler de la maison. Donc, pour une compagnie de distribution, c'est vraiment jamais vu que les gens ne travaillent pas à une place au même bureau. Mais je pense que c'est vraiment la tendance après la COVID, même après la COVID. Parce que je vois qu'on réussit à retenir plus d'employés. Notre rayon de recrutement est devenu virtuellement illimité, probablement limité juste par notre capacité de gérer notre équipe virtuellement. Alors, par contre, il faut vraiment s'assurer de recruter les bons gens, les bonnes personnes qui sont indépendants, qui sont capables de fonctionner en isolement et qui sont capables aussi de s'automotiver et de bien planifier leur journée. De plus, il faudrait qu'il y ait aussi un coin à leur domicile pour qu'ils peuvent se concentrer sans se faire déranger. Alors ça, c'est vraiment important. Un autre truc, c'est que moi, je donne à tous mes employés au moins 3 écrans pour travailler parce que c'est beaucoup plus efficace. Il faut aussi d'autres outils. En fait, il faut que les outils informatiques soient très performants, plus performants que vos employés. Les logiciels, les ordinateurs doivent absolument être au point. Et je pense que aussi un autre outil informatique, c'est TeamViewer pour pouvoir dépanner les ordinateurs à distance. Next. OK. Bon, durant la COVID, nous avons eu un ralentissement majeur pour 2 mois, donc entre autres le mois de mars et avril, mais nous en avons profité pour solidifier nos fondations. Donc, nous avons travaillé sur notre documentation pour la mettre bilingue. Nous avons créé un site web transactionnel dont le site web avant était seulement informatif. Nous avons recruté un expert en exportation, certifié nos produits pour la province d'Ontario et la Colombie-Britannique. Nous avons aussi recruté un représentant à la Colombie-Britannique, aussi un expert en commercialisation en ligne. Alors, ça, c'est des choses qu'on a faites durant ces 2 mois-là. Et heureusement, les 4 premières opérations qu'on a eues étaient financées à 40% par le programme Exportation Export Québec. Alors, et je sais qu'il y a aussi un programme Canada Export qui serait disponible pour l'exportation en dehors du Canada. Alors, pour plus de renseignements et afin de bénéficier de ces beaux programmes, je vous encourage fortement à consulter Export Montréal-Ouest. Un élément non négligeable qui nous a permis d'augmenter nos ventes durant la COVID
et la vente en ligne, et principalement via Amazon. Donc, nous avons listé nos produits sur Amazon Canada en 2018, mais c'était vraiment dans le but de liquider nos produits ou de discontinuer du overstock. C'est réellement durant la COVID que nous avons étudié plus en profondeur si Amazon pourrait nous amener des revenus plus récurrents. Alors, nous avons choisi de vendre par Amazon avant de vendre directement à partir de notre site Web parce qu'Amazon offrait plusieurs avantages. Premièrement, le setup est très facile et il n'y a aucun coût initial versus un site Web transactionnel synchronisé avec votre système de comptabilité. Ça va prendre plusieurs mois pour le coder et valider et tester. Aussi, vous devez aussi dépenser un coût initial assez important. Mais avec Amazon, vous pouvez tout de suite commencer à vendre. Et surtout, si vous choisissez de vendre avec Amazon par le FBA, qui est le Fulfilled by Amazon, vous envoyez vos stocks chez Amazon et ils s'occupent du reste, donc incluant le pick and pack ou le service de retour. Alors, l'avantage est que vous n'avez plus besoin de gérer physiquement chaque vente. C'est Amazon qui le gère. Et donc, il va y avoir peu de changements au niveau de votre opération existante. Le marketing aussi est plus compréhensible chez Amazon que Google Ads. Alors, si vous investissez sur les bons mots-clés, votre rang peut monter assez vite. Par contre, il y a quelques défis, surtout quand vos ventes commencent à grimper. Next. Donc, les premières ventes sur Amazon pourraient générer un peu plus de retour que vous auriez anticipé parce que vous êtes vraiment en train de faire des tests sur votre marché. Il va y avoir plusieurs causes de ça. Probablement, l'emballage, est-ce qu'elle est assez solide? Les instructions sont-ils compréhensibles? La description sur Amazon correspond-il 100% à la réalité de votre produit? Est-ce que les clients auraient tous les outils nécessaires pour réaliser le projet avec votre produit vendu sur Amazon? Sinon, il faudrait inclure des outils dans votre kit. C'est toujours un élément très apprécié. Le budget de marketing pourrait monter assez vite aussi si vous ne les ajustez pas au moins une fois par mois pour commencer. Par la suite, c'est fortement conseillé de garder un œil ou au moins de reviser votre budget ou vos keywords une fois par semaine. Puis aussi, il y a la question que est-ce que votre profit est raisonnable avec Amazon? Est-ce que ça vaut la peine de vendre certains produits sur Amazon? Amazon est un avantage net sur le coût de shipping. Par exemple, quand je ship une boîte standard de Montréal à Vancouver, ça me coûte 30 $. Mais si la même boîte est gérée par Amazon, il vous coûtera 7 $. Alors, il y a une économie vraiment dramatique pour ça. De plus, si l'item à l'intérieur de la boîte est brisé durant le shipping ou la boîte est perdue, Amazon prend totalement la responsabilité de vous créditer à la valeur marchande, donc à la valeur de vente et non au coût. Puis ça, c'est quasiment instantané et versus si vous faites affaire directement avec un courrier, un service de courrier, vous pouvez vous débattre pendant plusieurs mois avant de recevoir un crédit pour une perte. Et des fois, souvent, c'est 2 $ par livre. Donc, pour des pièces électroniques, c'est vraiment une joke. Un autre point à faire attention, c'est de vraiment jamais tomber en rupture de stock chez Amazon. C'est vraiment très important sur votre ranking, le ranking de votre produit. Parce que si le stock est bas, je trouve qu'il vaut mieux diminuer le budget de marketing et en vendre moins à la place de tomber en rupture de stock. Parce que quand vous tombez en rupture de stock, votre ranking a reseté. Et finalement, il faudrait adapter selon le commentaire des clients vos produits et être proactif afin de garder un bon score. Bon, prochaine slide. OK. Bon, en fait, je vais résumer un peu. Dans notre aventure pour sortir du Québec, nous avons discuté avec plusieurs partenaires potentiels et voici quelques éléments importants que j'ai retenus. Donc, premièrement, nous devons faire affaire toujours avec des entreprises en croissance et non des entreprises qui sont désespérées à avoir plus de fournisseurs. Pourquoi? Pour financer leur opération durant la crise. Deuxièmement, il faut absolument aussi faire vérifier le compte avant d'ouvrir un compte. Donc, on peut le faire avec EDC d'ailleurs.
Nous avons aussi rencontré beaucoup de rêveurs et des opportunistes comme partenaires potentiels qu'on a beaucoup plus durant la COVID qu'avant la COVID. Mais mon conseil, c'est vraiment de ne jamais sortir de votre domaine d'expertise. À la place, dépensez le temps ou l'argent pour innover et devenir plus compétitif dans ce que vous faites. Alors, ça complète un peu ma présentation. Je vous remercie pour votre participation et bonne chance dans vos projets. Merci beaucoup, Léonard. Merci à tous nos conférenciers pour vos présentations. Comme l'a mentionné Léonard, donc on l'a assisté dans sa demande de subvention. Donc nous sommes Export Montréal-Ouest, un organisme à but non lucratif, et nous aidons les entreprises dans leurs projets d'expansion sur de nouveaux marchés. On aide donc effectivement pour les demandes CAN Export Expex, mais aussi pour tout ce qui est recherche de fournisseurs, études de marché. On a aussi un gros réseau d'experts, donc en relation avec des experts de votre choix. Un autre partenaire important qui vous permet de limiter vos risques dans vos démarches d'expansion et notamment vos risques financiers, ce sont les banques. Donc, je vais laisser la parole à notre partenaire Desjardins qui est aujourd'hui représenté par Jean-Michel Lacroix. Jean-Michel, c'est à vous. Bonjour, merci. En fait, je voulais prendre le temps de remercier Catherine, Daniel et Anis des délégations du Québec ailleurs au Canada d'avoir fait leur présentation. C'était super intéressant. Et aussi à Léonard pour la présentation des défis dont son entreprise a vécu avant le COVID et évidemment pendant le COVID. Au niveau des services internationaux des jardins, je voulais faire un petit topo rapide sur les risques de change. Donc, on peut aller à la slide suivante. Puis j'aime beaucoup reculer dans le temps, donc je vous ai mis la prévision là, des plus grandes firmes de courtage au Canada à Q3 2019. Donc, le point de départ là, avant que ça parte que ça l'explose en termes de prévision, versus où on est rendu aujourd'hui, là, à Q3 2020, puis on se rend facilement compte que la plupart avaient prévu là, une certaine volatilité dans le dollar canadien et US. Que ce soit à l'importation ou à l'exportation, de se couvrir contre la fluctuation du risque de change, c'est super important. J'aime beaucoup ça reculer dans le temps pour démontrer en fait que c'est très difficile de prévoir l'évolution du dollar US et du dollar canadien, ce qui nous amène à la plage suivante. 6 grandes questions, en fait, là, si on veut adopter une stratégie de couverture, se protéger au niveau du risque de change, à se poser. Donc, comment on va sécuriser notre marge bénéficiaire? Comment je suis capable d'offrir des prix sur une liste de prix fixe, par exemple? Et quel est l'impact, en fait, sur ma rentabilité? Donc, c'est des grands points qu'il faut retenir. Puis, comme le temps nous file, je vais passer rapidement aussi sur la prochaine slide, qui est plus au niveau des méthodes de paiement quand on fait affaire à l'international, donc qu'on soit un importateur ou un exportateur. Évidemment, qu'on parle du compte ouvert ou du paiement d'avance, les risques vont être différents si on est un importateur ou un exportateur. Donc, de bien parler avec les gens autant de l'ORPEX ou de votre institution financière pour faire le tour de ces risques-là quand on fait du commerce international, c'est très important. Donc, sur ce, je voulais encore vous remercier aux gens qui ont été branchés d'avoir fait partie de ce Midi Export. Puis Desjardins, on est fiers de participer avec Exmo à cette belle présentation. Floriane, à toi. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je tenais aussi à remercier donc, nos commanditaires, bien sûr, Desjardins, Développement économique Canada, le gouvernement du Québec et EDC, sans qui nous ne pourrions faire cette série de webinaires. Donc maintenant, on va laisser place à la période de questions. Donc, comme je l'ai mentionné, je vais vous laisser poser vos questions à l'écrit sur l'onglet chat ou clavardage qui est à votre disposition. Et je vais être en charge de les lire par la suite. Je sais qu'il y en avait déjà qui avaient été posées donc, par Lydia, donc on a répondu au cours de la présentation. Que se passe-t-il? Donc oui, Lydia, elle avait posé la question, que se passe-t-il au niveau des barrières interprovinciales, exemple du secteur manufacturier? Et quand sera les prochains meets de Bayer avec Chopper? Donc on avait déjà répondu. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'en étais de partage. Donc, plus de questions. De toute manière, on a quand même pas mal dépassé le temps. Donc, je vous remercie pour ça aussi. Hop. Je vois qu'il y a
Ah, il y a une question de Joël Musard qui demande, donc nous offrons une plateforme de coworking virtuel, comment vous pouvez nous aider? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Oui, bonjour Joël, c'est Anis. Oui, ben, une petite question, vous vous adressez à qui? C'est qui votre cible, votre clientèle cible? Est-ce que c'est des banques, c'est des entreprises, ou vous cherchez un intégrateur ou plus, ou un client final? Joël, OK. je vous ai ouvert le micro. Si jamais vous voulez parler, ça sera plus simple. OK, bonjour Joël. Donc, j'ai vu la réponse client final, fait que là, on pourra faire une demande, on pourra vous trouver, identifier peut-être des clients finaux. Il faudrait faire une demande avec Export Québec, là, puis la personne s'appelle Anne-Sophie. Elle est à Montréal, puis ensuite, la demande pourrait venir chez Joara, puis on pourra regarder. C'est une demande d'accompagnement individuel qu'on pourra traiter et on pourra vous supporter là. Ce qui marche beaucoup, pour finir, là, un peu, Florian, c'est que ce qui est populaire aussi, à l'époque, en mode normal, on faisait beaucoup des lunch and learn. On a une belle salle d'accueil à Toronto pour à peu près 25-30 personnes. On avait des demandes d'entreprises qui venaient, comme un peu Joël. Il faut raconter une belle histoire. Si c'est de la vente agressive, il n'y a personne qui vient. Mais si c'est une belle histoire à raconter, un genre de lunch and learn de 20 minutes, vous présentez votre plateforme, les aspects positifs, un peu quelque chose de soft, ça, on le fait régulièrement. On en a fait, on est dans le EdTech aussi. On a des compagnies qui s'adressent à des commissions scolaires, des choses comme ça. Un très soft, faut que ce soit très soft, par exemple. Et en général, les gens, ils viennent, ils assistent. On a fait aussi avec Benoît dans le secteur de la construction, avec une firme qui s'appelle Umbrella, qui a une innovation technologique dans la construction. Et je pense qu'il y avait une 60aine de participants. Donc, ça, c'est un service qu'on pourrait offrir également. Donc, j'invite à faire la demande, puis on pourrait se parler. Merci beaucoup, Anis. Pas de problème. Je ne pense pas qu'on ait d'autres questions. Donc, je voulais juste remercier tous nos conférenciers pour vos présentations qui étaient vraiment très, très intéressantes et enrichissantes. Quant à moi, je vous invite à notre prochain webinaire qui va avoir lieu le 15 décembre prochain à midi, où on va s'envoler pour le Mexique. Donc, merci encore une fois et bonne fin